Ce sujet métropolitain, ce sujet des routes particulières, des routes singulières, me touche particulièrement parce qu'il fait le lien entre deux domaines que j'étudie quelquefois séparément, quelquefois ensemble, la question métropolitaine et la question culturelle. Et dans le résumé, dans la présentation de mon intervention, je parle d'abord de la valeur sociale de la culture après l'illusion métropolitaine. Je vais expliquer ce que j'entends par l'illusion métropolitaine. En gros, la question métropolitaine, c'est une question qui existe depuis 60 ans, cette année. Le premier article qui a parlé, article américain, qui a parlé de rejoindre la métropolisation sociale et humaine et la métropolisation institutionnelle, c'est un article de 58. Et depuis 1958, dans le monde occidental, on a un débat qui n'en finit pas entre, d'un côté, les tenants de ce qu'on appelle le public choice, c'est-à-dire chacun se débrouille, il n'y a pas d'institution métropolitaine et celui qui est le meilleur l'emporte à la fin, donc une vision néolibérale de la ville et de la métropole, et de l'autre, une vision réformiste où on essaye de construire des institutions pour que, finalement, on parvienne à atteindre des objectifs d'intérêt général à une échelle qui est une échelle pertinente. On n'est jamais arrivé à ça, on n'est jamais arrivé non plus à gérer les villes comme si on était uniquement sur un marché, ça ne marche pas, le marché à l'échelle des politiques urbaines et métropolitaines. Donc on est toujours aujourd'hui dans des situations un peu intermédiaires. Alors si je prends le cas de la France, mais je pourrais tout aussi bien parler de Barcelone, c'est exactement la même chose. On est passé d'une période de rêve métropolitain dans les années 90, où on a pensé qu'enfin on se donnait les moyens de constituer des institutions à l'échelle des nouveaux territoires de l'habitat et de la vie résidentielle, à une période de désenchantement métropolitain dans les années 2000, et aujourd'hui, dans les années 2010, on est dans une situation où on est en train d'inventer un nouveau modèle dont vous témoignez, qui est un modèle où la métropole est importante, mais elle est trop importante pour être la totalité de l'histoire de l'humanité urbaine. Et que la métropole, elle doit faire territoire, et pour faire territoire, elle doit rentrer dans un système de coopération et non pas dans un système d'annexion, rentrer dans un système de négociation entre biens qui sont de nature différente. Dans les petites villes, à 50 km des agglomérations, on est encore dans un domaine, dans un univers métropolitain, mais on n'est pas dans des logiques de gestion de services uniquement métropolitains. Donc il y a des formes d'échange comme ça entre métropole et territoire extra-métropolitain qui forment, à mon avis, l'avenir de la métropole. Donc, en matière culturelle, même dans les métropoles françaises où il y a eu le plus grand dessein, le plus grand projet métropolitain d'intégration des compétences, eh bien, on voit ressurgir aujourd'hui des projets de communes de la première couronne métropolitaine qui décident, même dans les domaines où il y a eu des transferts de compétences, d'avoir des projets culturels autonomes et de les avoir entre petites communes avec la coordination de la métropole, ça c'est le premier scénario, ou à une échelle plus individuelle, mais avec des réseaux qui dépassent très largement le territoire métropolitain, comme vous l'illustrez avec Routes singulières. Donc moi, je trouve ça extrêmement intéressant, et je trouve que c'est intéressant de se poser la question de la réalité des projets culturels dans son interface avec la question de l'innovation, c'est le thème de la table ronde, et dans une interface avec la question sociale, qui est ma propre préoccupation. Donc, c'est le deuxième point de mon introduction, et après je vais développer mon propos. De mon point de vue, l'économie créative ne peut pas se poser des questions d'innovation sur un strict plan technologique, économique, marchand. Pour que l'économie créative ait un sens du point de vue de l'innovation,
et ça a déjà été dit dans la table ronde précédente, il faut qu'il y ait une dimension sociale à cette innovation, et je vous propose de poser la question de savoir en quoi la participation pourrait bien être, ou pas, et à quelles conditions, cet élément d'innovation sociale qui manque à beaucoup de discours métropolitains, urbains ou interurbains sur l'économie créative. La question de la participation n'est pas une question uniquement contemporaine, liée à ce qu'on appelle souvent aujourd'hui le paradigme de la démocratie culturelle ou le paradigme des droits culturels. La participation culturelle, elle est vieille comme l'histoire des politiques culturelles, et vous voyez ici 4 paradigmes des politiques culturelles qui contiennent chacun leur vision, leur modalité de la participation. Alors, je n'ai pas le temps de le commenter, mais vous aurez tous le texte. Là, il est en anglais, mais je pense qu'on pourra peut-être le traduire en espagnol et en français. Ce tableau montre qu'il y a des entrecroisements entre paradigmes. La caractéristique des politiques culturelles, comme vous le savez, c'est qu'un paradigme ne chasse pas l'autre. On a inventé la démocratisation culturelle dans les années 60. On a développé ensuite l'idée du développement culturel par l'économie. On a développé ensuite la démocratie culturelle, mais les acteurs et les principes de la démocratisation culturelle de nos grands-parents continuent d'être présents dans le monde actuel des politiques culturelles. Donc il y a une tension entre les paradigmes, et il y a donc des entrecroisements comme ça, vous le voyez, entre la démocratie culturelle et ce qu'on appelle l'économie créative. Il y a des points de jonction, j'en donne 2 ici. Le crowdfunding, c'est-à-dire cette idée que le développement culturel peut partir d'initiatives de la base, et le prosumer, c'est-à-dire l'idée que celui qui bénéficie d'une offre culturelle n'est pas passif, il est toujours actif. Il est toujours actif soit parce qu'il élabore intellectuellement sa participation, soit parce qu'on lui donne aujourd'hui des clés de participation. Alors, d'où ça vient ? D'où vient l'originalité de l'actualité de la participation culturelle aujourd'hui ? Cette actualité, elle vient, je ne commente pas la totalité de ce schéma, je commente juste les 3 flèches en bas. Elle vient de 3 ressorts qui sont des ressorts critiques que je vais aborder de manière critique. Premier ressort, c'est la technologie. On fait beaucoup de discours sur l'innovation technologique comme étant la possibilité de développer une intervention plus active de la part des citoyens. Les réseaux sociaux, les tribus numériques, pour reprendre l'expression de Laïa, cette idée d'une mobilisation par des instruments numériques ou digitaux, cette idée, elle est très répandue. Cette idée est répandue, mais quand on l'observe sociologiquement de plus près, on se rend compte qu'elle est comme le monde social en général, tout le monde n'a pas accès à ces outils, et quand tout le monde a accès à ces outils, comme Facebook par exemple, ou presque tout le monde, eh bien tout le monde n'utilise pas ces outils de la même façon. Et notamment, on a toujours, dans nos études sociologiques, vu que l'usage des réseaux sociaux, l'usage d'Internet, en termes participatifs, actifs, eh bien, est très corrélé à l'identité sociale et au niveau de diplôme et au niveau scolaire de ceux qui utilisent plus ou moins ces instruments. Donc il ne faut pas tomber dans la béatitude digitale en pensant que la technologie va résoudre l'ensemble de ce champ-là. Deuxième source qui explique l'actualité de la participation, c'est la société elle-même. Je reprends cette image des tribus, tout à l'heure, de Laïa. Parce que dans cette image des tribus, il y a une leçon fondamentale de l'actualité de la sociologie de la culture, c'est l'idée qu'on est passé, en effet, de logique de transmission verticale de la culture par les maîtres, par les patrons, par les parents, à une transmission qui est de plus en plus horizontale par les pairs. Mais là non plus, il ne faut pas tomber dans l'illusion que les pairs, c'est la liberté, tandis que les parents, c'était le bagne. Parce que, comme l'a dit Dominique Pasquier, sociologue de la culture,
qui travaillent justement sur cet aspect-là, eh bien, dans la transmission par les pairs, il y a des formes de tyrannie, il y a dans la tribu des tyrans possibles. La tribu, ça n'est pas que la mobilisation, c'est aussi quelquefois une autre forme d'enfermement dont il faut se prémunir. Et puis, il y a un troisième axe, c'est la politique. Parce que la technologie, elle agit, parce que la société, elle évolue, mais les deux évoluent dans un contexte. Ces deux éléments, ces deux moteurs interviennent dans des contextes qui sont des contextes permissifs, qui sont des leviers, qui peuvent être des freins ou quasiment des interdits selon les cas. Donc je valorise l'idée que la politique, ça compte pour mettre en musique ces leviers technologiques et ces leviers sociaux de la participation culturelle. Cette politique, elle prend des tours différents, des natures différentes. Je crois qu'il y a une personne ici qui est particulièrement sensible à cette dimension politique des choix que nous devons faire en matière de développement culturel, c'est Danny Buis. Danny Buis qui a été du rêve métropolitain, qui a été de la désillusion métropolitaine et qui est sans doute aujourd'hui l'une des personnes en France qui pense le mieux l'articulation entre la politique au sens de la vie politique, la politique au sens de la politique culturelle et les territoires sur lesquels ces instruments prennent leur place. Alors, dans la politique, dans le contrat, dans le travail qu'on a réalisé sur une dizaine de pays européens, confrontés à la question de la participation bispectative, mais on a remarqué qu'effectivement, tous les pays n'étaient pas placés sur une situation égale par rapport à la participation, parce que leur vision initiale était complètement différente. Quand vous parlez de la participation des citoyens à la décision artistique en Roumanie, eh bien, bon courage. Bon courage parce que vous êtes dans une situation où, et c'est le cas dans beaucoup d'anciens pays d'Europe centrale et orientale, vous avez une vision quasiment théologique de la place du directeur artistique dans son lieu. Le maître après Dieu, et quelquefois Dieu lui-même. Donc là, pour imaginer qu'on va assez facilement changer tout ça et faire que ce directeur, ce Dieu local, va partager le pouvoir avec les citoyens, eh bien, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut même prendre une éternité, et comme vous le savez, l'éternité, c'est très long, surtout à la fin. Donc là, il y a un premier élément qui est un élément de culture politique tout simplement, mais qu'il ne faut pas prendre comme un interdit définitif, parce qu'on avait dans ce travail, on avait 3 pays particulièrement engagés en Europe centrale et orientale. On avait la Roumanie, on avait 5, on avait la Croatie, on avait la Slovénie, on avait la République tchèque et on avait la Hongrie. Eh bien, la République tchèque, au début du contrat, il y a 4 ans, elle était dans la même situation théologique que la Roumanie. 4 ans après, la Roumanie est toujours théologique. La Tchéquie est devenue un peu républicaine. Elle a adopté et adapté les modalités de participation citoyenne à une partie de la programmation artistique du lieu. Donc elle joue le jeu et elle y trouve sa manière de progresser dans sa légitimité territoriale. 5 minutes, donc, puisque... merci. Merci, c'est moi qui lui ai demandé. C'était la dernière diapo ? Ah non, voilà. Donc, excusez-moi, je raccourcis, mais c'est pour arriver à vous présenter un petit peu les arguments. Après, vous regarderez à tête reposée sur le texte, si vous le voulez, si ça vous intéresse. Mais on a fait une enquête dans cette région, dans notre région, en Catalogne, en Pays Valencien, en Baléares et en Occitanie. On a pris ces 4 régions, on a fait le tour de l'ensemble des lieux culturels. On a identifié comme ça presque 1300 lieux culturels. On a envoyé un questionnaire et c'est une première étape, il y en aura d'autres. Mais dans cette première étape, on a voulu savoir qui avait
une action en matière de participation des gens à la vie du lieu. Et on a identifié comme ça, à partir des réponses, 14 modalités de participation. Et on s'est dit, bah tiens, finalement, quand on écoute les gens nous parler de la participation, ils nous disent deux choses. Ils nous disent d'abord, j'ai beaucoup appris en participant à telle histoire. Ça peut être la cafétéria du festival, ça peut être l'accueil des artistes, ça peut être le choix de programmer telle ou telle partie de la saison. J'ai beaucoup appris. Et la deuxième chose qu'on entend souvent, c'est j'ai transféré du pouvoir. Et on s'est dit, peut-être là, il y a deux choses qui concernent la participation qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est obtenir des capacités et obtenir un transfert de pouvoir. Et ce n'est pas la même chose parce qu'il y a 4 situations, comme vous le voyez, tout simplement dans le graphique. Il y a des actions de participation qui se traduisent par l'obtention de capacités sans qu'il y ait transfert de pouvoir. Il y a des actions où on obtient très peu de capacités et très peu de pouvoir. Il y a des actions où on obtient beaucoup de capacités et beaucoup de pouvoir. Et il y a des cas qui vous paraîtront peut-être étranges où on obtient beaucoup de pouvoir mais pas de capacité du tout. Et ça, c'est intéressant. Alors, rapidement, prenons un exemple. Pour ce qui est de peu de pouvoir et peu de capacité, quand la participation dans un lieu, ça se limite à présenter publiquement la programmation avec la possibilité pour le public de poser des questions sur pourquoi telle compagnie et pas telle autre, on n'est pas dans un super échange de capacité et pas dans un super échange de pouvoir. D'accord ? Deuxième cas, on a beaucoup de capacités transférées, mais on n'a pas de pouvoir. Quand vous avez une institution qui forme les spectateurs, qui forme les bénévoles, qui forme même au-delà des bénévoles, les spectateurs à ce que c'est que décider, ce que c'est que programmer, pourquoi on programme ça et pas ça, pourquoi ça c'est bien et ça c'est pas bien, c'est quoi le risque artistique. Quand on a une école du spectateur dans le lieu, on a une augmentation des capacités des gens, mais on n'a pas transféré le moindre pouvoir, pour autant. Donc, on est dans cette situation-là. Fort pouvoir, forte capacité. Là, il y a 2 exemples que je cite rapidement. C'est le cas où il y a des commissions de programmation. San Sepolcro, en Italie, au sud de la Toscane. San Sepolcro a été attaqué par Silvio Berlusconi d'un seul coup, du jour au lendemain, a perdu toutes ses subventions culturelles. Le festival, Kilowatt Festival, s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme ou bien on sollicite les gens pour qu'ils nous aident. 2 minutes. Et la réponse, ça a été, on va solliciter les gens, mais on ne va pas leur demander que de l'argent. On va aussi leur proposer de participer à l'aventure et de participer à la décision. Alors pas sur tout, sur une partie seulement de la programmation. Premier cas. Deuxième cas, York, en Angleterre. Le Takeover Festival. Le Takeover Festival appelle à projet chaque année. Des jeunes, jusqu'à 26 ans, peuvent candidater sur tous les postes du festival. Et le meilleur ou la meilleure est retenu pour être directeur de la programmation, chargé des ressources humaines, directeur de la com, chargé du catering, de l'accueil des artistes, etc. Premièrement, une équipe exécutive et à l'anglaise, un board, des membres du board qui constituent d'une certaine manière le petit parlement de cette structure exécutive qui contrôle que la structure exécutive respecte bien l'objectif du festival. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on passe d'amateur, moi je veux diriger un festival, à quelqu'un qui effectivement dirige le festival? Chacun des responsables à qui on a affecté une tâche est tutoré par un professionnel du milieu qui lui donne toutes les clés pour travailler et pour développer son projet. Alors, intéressant, vous me direz, intéressant, mais regardons sociologiquement qui ça concerne. Qui ça concerne les visionnaires
de San Sepolcro, essentiellement des publics qui sont déjà très engagés dans le festival. Qui ça concerne à York? Essentiellement des jeunes qui se destinent à être professionnels de la culture. Et quand on se destine à être professionnel de la culture, sauf exception, on ne vient pas des bas quartiers de York. Donc attention à une participation qui, certes, desserrerait les taux de la légitimité professionnelle, mais pour tomber dans un entre-soi sociologique. Donc il y a peut-être là une limite. Mes 3 leçons ultimas palabras. Una pregunta. ¿Los resultados del trabajo Pispectatif están en alguna web? Quizá lo vas a decir luego. Sí, están. ¿Son visibles en algún sitio? Sí, lo están. Están en 2 libros, Ajá. todos en inglés. El primero es Breaking the Fourth Wall. Vale. Editado por una editorial noruega. Y el segundo se llama Bispectative, en inglés, pero en una editorial italiana, Editorial Spettacolo. Pero no es edición digital, es edición física de papel. Sí, se puede cargar. Descargar. Se puede descargar el libro Breaking the Fourth Wall gratuitamente. Era solo para que tuviéramos, ¿no? Sí. Y tendríamos que ir acabando. Es un éxito editorial fenomenal. Últimas reflexiones. Últimas lecciones. Donc 3 leçons pour terminer, mais rapidement. Premièrement, l'innovation participative s'inscrit dans des conditions territoriales politiques singulières. Donc dans ce domaine-là, il ne s'agit pas d'une nouvelle doxa, mais de phénomènes d'hybridation permanente et d'adaptation territoriale. Deuxièmement, pour que ces hybridations se développent, l'observation qu'on a faite dans ce réseau Bispectative, que les réseaux de la coopération jouent un rôle majeur. C'est la raison pour laquelle je le dis, parce que je pense que dans les routes singulières, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on part de situations qui sont forcément très différentes. Les cultures politiques sont différentes, les objectifs que vous poursuivez sont éventuellement différents, même si vous êtes sur le même projet. Mais dans la marche d'une coopération, l'hybridation, le partage permet des formes d'apprentissage qui sont, à mon avis, tout à fait intéressantes à observer. Et si je peux plaider pour ma paroisse, je le fais rarement, mais ce n'est pas idiot de demander un accompagnement par des chercheurs tout au long du dispositif. Troisièmement, et je trouve qu'il y a là quelque chose qui, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup, et je pense que Angers va relever le gant de prolonger la réflexion là-dessus. C'est un phénomène, le phénomène de la participation, qui ne touche ni seulement les métropoles, ni même des espaces forcément très urbanisés. Les aménités métropolitaines, le fait que les métropoles soient des espaces où la valeur se crée plus rapidement, c'est incontestable, mais cette métropole est condamnée à rester une institution égoïste si elle ne se pose pas la question de son articulation avec une série d'espaces, avec des cercles concentriques qui sont de moins en moins métropolitains, mais comme l'a dit le sociologue Henri Lefebvre, par une prophétie qui est aujourd'hui réalisée, nous sommes tous urbains. Merci.